Alors, en ce qui nous concerne, nous, notre situation, elle est très robuste et c'est le fruit d'un travail de longue haleine. On a la dimension, hein, on a la taille critique. J'ai parlé de formation, on est sur des volumes qui sont importants, mais aussi qui ne sont pas très dispersés en termes de nombre d'écoles, de nombre de formations, de nombre de campus. On a des formations, des établissements, des écoles de type académique, visées, gradées, et ça c'est essentiel pour nous. On va chercher à le développer, à le renforcer, à le faire davantage reconnaître. Et on a aussi des écoles professionnalisantes, comme on dit en France, avec des titres attribués par le ministère du Travail et qui sont très en phase avec les attentes des entreprises. Après, ces problèmes de statut, c'est quand même des problèmes très français. Nous, on est présents à l'international. Cette obsession du statut est un petit peu franco-française. Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Marc-Henri Desportes, qui est le président exécutif d'Omnes Éducation. Bonjour. Bonjour Thibaut, et enchanté, merci de cette occasion. Marc-Henri Desportes, vous êtes le président exécutif d'Omnes Éducation depuis le 1er septembre 2025. Auparavant, vous avez une expérience chez BNP Paribas, chez Atos, vous avez même été entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a conduit à rejoindre le groupe Omnes et à prendre la présidence dans un moment assez difficile pour l'enseignement supérieur privé dit à vocation professionnelle? Alors, qu'est-ce qui m'a convaincu aujourd'hui de faire le grand saut dans l'éducation, dans le secteur privé en particulier? En fait, c'est la situation du marché de l'économie. Moi, je viens de la tech. Mes dernières expériences étaient dans la tech. Et j'ai beaucoup recruté. J'ai recruté des dizaines de milliers de jeunes. Et j'ai vu le marché évoluer. J'ai vu l'IA arriver. J'ai vu le doute s'installer sur quelle était vraiment la place des juniors, comment les choses allaient évoluer. Avec le débat qui commençait à monter, oui, est-ce qu'il y aura plus d'emplois, moins d'emplois avec cette transformation? Débat qui est ouvert. Hein. On entend tous les jours un article dans un sens ou dans un autre. C'est compliqué de savoir quelle est la réponse à cette question. Et moi, face à ce doute fondamental, un peu inquiétant parce que je suis aussi parent, hein, et je me pose la question pour mes enfants, pour la jeunesse en général. Je me suis dit, bon, là, c'est difficile à trancher cette question, difficile, on n'a pas la réponse. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si on fait le travail bien dans la formation pour les jeunes, si on leur donne avec l'IA les outils pour être beaucoup plus pertinents encore que n'ont été leurs aînés, beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces, on peut leur permettre de franchir tous les obstacles qui pourraient apparaître, on peut leur permettre de réussir, on peut leur permettre de nous apporter beaucoup, et aussi ainsi qu'à l'économie, aux entreprises. Donc je pense qu'il y a l'occasion de transformer un défi, une incertitude en quelque chose qui est complètement gagnant-gagnant. Et voilà, moi, avec mes tripes de parents, de recruteurs, de personnes qui s'est toujours posé des questions sur l'éducation, et je me suis dit, c'est là qu'il y a un rôle à jouer, c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous allez essayer d'impulser au sein du groupe? Quelle sera votre vision? Est-ce qu'elle se portera plus vers l'international, l'ancrage territorial? Alors, la vision, bon, d'abord, j'ai commencé avec l'IA, donc je vais rester très cohérent, et ça a été très clair depuis que je suis arrivé. Il y a un focus très important sur le virage de l'intelligence artificielle. On y reviendra peut-être, mais évidemment, dans la vision, c'est au cœur. Après, il y a un point qui était dans l'ADN d'Omnes et que je veux absolument maintenir et renforcer, c'est ce focus sur l'employabilité. Je crois que Omnes a une caractéristique, c'est d'être centré sur des métiers à forte employabilité, d'être vraiment avec un logo, enfin un motto qui est « Construisons vos réussites », aider les étudiants à réussir leur carrière, à aller vers des emplois qui fonctionnent, à leur permettre d'aller plus loin en termes de rémunération, de possibilités de réussite. Donc ça, ce focus employabilité, vraiment au cœur du projet, et la relation avec les entreprises, et développer avec les relations avec les entreprises, l'excellence de la relation avec les entreprises, ça va avec, hein, dans cette vision. Et je rajouterais au cœur de cette vision donc l'employabilité et la qualité. Donc la qualité de nos formations dans leurs deux composantes. On a des formations, des établissements, des écoles de type académique, visées, gradées, et ça c'est essentiel pour nous. On va chercher à le développer, à le renforcer, à le faire davantage reconnaître. Et on a aussi des écoles professionnalisantes, comme on dit en France, avec des titres attribués par le ministère du Travail, et qui sont très en phase avec les attentes des entreprises. Et ça aussi, on le fait toujours reconnu avec des titres propres. On cherche à développer cette qualité-là, donc les qualités sous ces deux formes, que ce soit pour des formations professionnalisantes ou des formations académiques. Ça, point essentiel et axe essentiel. Mais vous avez mentionné la dimension internationale,
Eh bien, c'est vrai que pour un groupe qui cherche de la croissance, dans une démographie française qui a plutôt tendance à maintenant arriver à un plateau, c'est normal et c'est légitime pour notre équilibre économique au service de tous les étudiants et pour l'enrichissement de leur parcours, de chercher aussi à développer les étudiants internationaux dans nos écoles et la possibilité de développer des campus et des écoles à l'étranger. Aujourd'hui, Omnes Éducation, c'est à peu près 40 000 étudiants, dont un peu moins de la moitié en apprentissage, une quinzaine d'écoles. Est-ce que vous pouvez nous représenter le groupe, ce qu'il est aujourd'hui, différents domaines de spécialisation et la trajectoire justement de ce groupe? Vous annonciez il y a quelques mois que vous étiez en légère croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Alors, effectivement, 40 000 étudiants, une quinzaine d'écoles, 160 nationalités présentes dans nos écoles, 7 grands campus en France, toujours des campus de grande taille, dans des centres-villes premium, présents en Europe, en tout cas dans 6 pays, donc une certaine richesse de notre activité. Comme je l'ai dit, des écoles académiques, des écoles professionnalisantes, et en termes de type de formation, vraiment un cœur commerce management, autour de marques comme l'INSEC en particulier, mais aussi vous allez avoir l'Université de Monaco ou le SCE. Donc on a un cœur management. Par extension, des écoles de communication sub de pub, un peu de sciences politiques HEIP. Et ça, ce cœur-là d'activité, c'est vraiment un pilier du groupe qu'on entend évidemment développer et on a organisé les choses autour de ce premier pôle. Ensuite, on a l'ingénierie. L'ingénierie, c'est une école essentiellement qui est l'ECE, l'École centrale électronique, une école centenaire, très belle école de grande taille qui se développe. Donc ça, c'est le deuxième pôle. Et enfin, on va avoir 2 pôles complémentaires à forte croissance. L'un qui est l'international, les écoles qui sont à l'international, donc EUBS, EU Business School, Barcelone, Munich, Genève, CREA à Genève également. L'Université de Monaco est en réalité internationale, même si elle est business dans son contenu. Et finalement, la formation continue avec l'IORA, qui s'appelait Data Scientist, mais dont on a changé le nom en LIORA, et qui fait de la formation continue sur les sujets technologiques. Donc on a ces différents pôles, ils se complètent. On voit qu'on est quand même sur des cœurs d'activité qui sont assez classiques, très centrés sur l'emploi, très centrés sur des carrières avec une forte visibilité. Et ça, c'est vraiment une caractéristique que j'entends développer et maintenir au sein du groupe. Sur la partie financière, comment est-ce que se porte le groupe? Plusieurs acteurs du supérieur privé dit lucratif traversent des turbulences. Certains même sont placés en redressement judiciaire. Comment est-ce que Omnes se porte? Et est-ce que vous craignez une crise dans les prochaines années pour l'enseignement supérieur privé lucratif, mais aussi pour Omnes? Bon, alors en ce qui nous concerne, notre situation, elle est très robuste et c'est le fruit d'un travail de longue haleine. On a la dimension, hein, on a la taille critique. J'ai parlé de formation, on est sur des volumes qui sont importants, mais aussi qui ne sont pas très dispersés en termes de nombre d'écoles, de nombre de formations, de nombre de campus. Donc on a su jouer cet effet de taille critique, la mutualisation des fonctions support, de l'IT, de tous les process administratifs qui nous a amené beaucoup d'efficacité. Donc en fait, cette efficacité, cette capacité à rendre nos services de façon très efficiente, ça nous donne une grande robustesse économique. Et ça nous donne la capacité après à gérer les choses au mieux. Donc nous, on est vraiment solide et on n'a aucune inquiétude. Et évidemment, on a aussi une attention, comme notre attention, c'est l'employabilité, quelque part, ça nous amène à revoir en permanence notre portefeuille de formation autour de ces cœurs que j'ai indiqués, mais pour toujours chercher les filières sur lesquelles il y a le plus d'attentes, il y a le plus de besoins, et ça permet de dégager une bonne dynamique, ça permet de dégager une croissance, même quand le marché est un peu difficile. Baisse démographique, vous l'avez dit, on est sur un plateau, mais on arrivera prochainement vers une baisse. Et les réformes successives du financement de l'apprentissage ont aussi fragilisé le modèle. Vous avez à peu près 18 000 étudiants qui sont en apprentissage chez Omnes. Là aussi, est-ce que vous craignez demain ce soit plus difficile pour le placement des étudiants et donc a fortiori pour le financement du groupe? Alors la réalité, c'est que c'est plus de travail. Objectivement, effectivement, le financement, notamment les aides aux entreprises, donc qui sont versées aux entreprises, pas à nous, mais aux entreprises pour recruter des alternants, baissent cette année, ont baissé l'année dernière, donc il y a un support qui est moins important. Pour autant, les entreprises maintiennent un niveau de recours à l'apprentissage qui est relativement élevé, légère décroissance, mais qui reste élevé. Ce qui est certain, c'est que pour placer nos étudiants auprès de ces entreprises, c'est plus de travail.
Donc nous, il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. C'est du coaching, c'est la préparation des entretiens, c'est aller chercher ses offres, c'est aider à matcher le mieux possible le profil de l'alternant avec les attentes de l'entreprise, c'est apporter les formations qui sont en attente avec les besoins que les entreprises ont sur les bons secteurs d'activité, s'adapter, réorienter le tir quand l'offre évolue, quand la demande évolue. Et donc ça, c'est plus de travail et je pense que c'est notre rôle, notre responsabilité de le faire. Donc un léger décrochage, mais vous ne craignez pas que ce soit accentué. Quand on regarde les titres de presse aujourd'hui, on a le sentiment que d'une part, il y a l'IA qui peut ou qui pourra demain remplacer certains postes de juniors, et de l'autre, des restes à charge qui sont de plus en plus importants. Pour un chef d'entreprise, le choix peut être vite fait de se dire je convertis mes alternants en stagiaires ou je fais autre chose. Alors nous, notre conviction, c'est qu'effectivement, c'est plutôt le contraire. C'est que pour un chef d'entreprise, prendre un alternant qui a été bien formé au sujet d'IA, donc c'est la génération qu'on est en train de former aujourd'hui, ils ont grandi avec l'IA ces 3 dernières années, l'IA générative. Ils n'ont pas toujours un usage qui est très professionnel. Nous, on leur apporte un usage qui est beaucoup plus professionnel. Et donc, ils vont être en capacité de faire des choses que ne pouvaient pas faire leurs aînés. Et donc, pour les entreprises, ça peut être un gain fantastique. Nous, on a des projets d'étudiants. Autrefois, les projets d'étudiants, ça vous faisait des résultats qui étaient sympathiques et intéressants. Maintenant, vous avez des projets d'étudiants où, en utilisant l'IA, ils donnent des résultats professionnels que même certaines entreprises ne sont pas en capacité de produire, avec des analyses techniques qui sont très poussées ou des présentations en marketing, des analyses stratégiques qu'on n'imaginerait pas sortant d'étudiants. Donc on a la capacité d'aller beaucoup plus loin et je crois que si on prend cette balle au bond, on fait notre partie du travail, on peut vraiment apporter une réponse au problème que vous signalez. Cela étant, c'est effectivement un travail important et c'est vrai que c'est beaucoup d'engagement et beaucoup de moyens, comme je le disais tout à l'heure, sur accompagner les étudiants pour les aider à trouver ces offres. C'est un travail qu'on a beaucoup professionnalisé nous-mêmes. Je voulais qu'on parle de l'apprentissage, mais sur le volet social. Là aussi, quels sont les risques selon vous si, à force de réformes successives du financement de l'apprentissage, le modèle disparaît plus ou moins, en tout cas il se raréfie? Qu'est-ce que ça veut dire pour ces jeunes à qui on permettait d'accéder à l'enseignement supérieur et même au grade de master? Alors, merci de poser cette question parce que je pense qu'elle est vraiment très importante. Nous, on a mesuré dans nos écoles que les jeunes qui sont en apprentissage, ils sont 28% à être fils d'ouvriers ou d'employés contre 16% en général dans les formations académiques. On a une étude de l'ensemble de la profession qui donnait 30%. Donc on est assez en phase avec ces lignes. Et ce chiffre de 30%, vous le retrouvez dans une note de l'État français, de la Direction du Trésor de décembre 2025. Donc c'est observé, c'est un fait qui a été observé. C'est une réalité que l'apprentissage est un ascenseur social. Peut-être un des derniers qui fonctionne encore dans notre pays aujourd'hui. Donc c'est vraiment important. Et quand on interroge les étudiants, quand on pose la question en fait, et de l'accès à cet apprentissage, ils sont 60% à nous dire qu'ils n'auraient pas accéder aux études supérieures s'il n'y a pas eu de dispositif. On a refait un sondage encore récemment, il disait qu'une immense majorité disent qu'ils auraient été en grande difficulté financière. Et ce n'est pas ceux qui ont des situations sociales favorables qui auraient eu des grandes difficultés financières. Donc il y a vraiment un effet de ce dispositif qui permet non seulement d'accéder à l'emploi, avec des taux d'accès à l'emploi qui sont plus élevés, mais en même temps de servir d'ascenseur social. Donc c'est effectivement un sujet qui nous semble extrêmement important de préserver, parce que nous, on n'imagine pas, on entend parfois, oui, mais effectivement, pour l'enseignement supérieur, les niveaux les plus élevés, le master, le différentiel d'accès à l'emploi entre un jeune qui a fait l'apprentissage et un jeune qui ne l'a pas fait n'est pas si spectaculaire. Mais ce n'est pas les mêmes catégories sociales, on vient de le dire. Ce n'est pas les mêmes. Donc, quelque part, si on ferme la porte de l'apprentissage sur le haut de l'enseignement supérieur, il y a toute une partie des jeunes qui n'y accéderont plus. Donc, de fait, ça revient à dire que l'ascenseur social, on l'arrête à l'avant-dernier étage. Ce qui me semble être un message absolument incompréhensible pour nos jeunes aujourd'hui. Et investir sur la jeunesse, ça me semble être toujours le meilleur investissement qu'une nation puisse faire. Pour prendre un exemple, la communication. Si demain on a moins d'apprentis, est-ce que vous pensez que vous remplirez quand même dans votre école de communication? Et d'autre part, est-ce que si on a le choix encore une fois entre trouver un contrat d'apprentissage ou financer l'ensemble, est-ce que là aussi il ne va pas y avoir un déséquilibre important entre les étudiants, même si on a bien compris que c'était deux modèles différents? Il y aura nous, ce que je l'ai évoqué, on travaille sur l'employabilité de nos jeunes. Si à un moment, sur une formation, le débouché se réduit, on va s'adapter.
Et je crois que ça, c'est nécessaire dans nos activités de s'adapter. Sur la communication, je pense que la communication, c'est pas forcément un sujet sur lequel on va avoir une baisse. Il y a peut-être des sujets d'art graphique, sur lesquels la production graphique, évidemment, vu la puissance de l'IA, le sujet change. Sur la communication, la capacité à porter des messages de communication, à les concevoir, avoir une communication stratégique, une stratégie de marque, ces sujets-là, moi je pense qu'ils restent à l'époque de l'IA, ils peuvent être augmentés par l'IA. Mais on va regarder à chaque fois le détail, le sous-détail de chaque formation, on va regarder les attentes du marché, et si à un moment le marché a moins d'attentes, il n'est pas choquant qu'on ajuste. Alternance ou pas alternance, il faut rester en phase avec cet objectif d'employabilité. Le président de la 3E, les entreprises éducatives pour l'emploi, Antoine Prodo, propose 3 mesures d'urgence: maintenir une aide significative pour l'apprentissage, inscrire le dispositif dans une trajectoire pluriannuelle de 3 ans et surtout un dispositif transitoire dégressif pour les grandes entreprises afin de ne pas avoir de baisse importante dans leur recrutement d'apprentis. Est-ce que vous soutenez ces 3 mesures ? Je pense que globalement, toutes ces 3 mesures, effectivement, elles vont dans le bon sens. C'est des bons principes. Donc oui, on est en phase. Je pense que le message général, c'est visibilité. Je pense que les entreprises, surtout les grandes qui travaillent un petit peu sur la durée, elles ont besoin d'y voir clair. Elles ont besoin de savoir comment le dispositif se structure. Donc je pense que ça, c'est un bon point. Et globalement, que le dispositif de financement de l'apprentissage permette de maintenir un bon volume. C'est-à-dire vraiment un accès des jeunes. Après, qu'on ajuste un peu un levier, un autre, qu'on rééquilibre son financement pour que les finances publiques, on peut le comprendre. Mais qu'on préserve les volumes, ça me paraît essentiel. Avant de parler de la régulation, tout à l'heure en introduction, vous faisiez le distinguo entre les formations dites professionnalisantes, titrées par le ministère du Travail, et celles qui sont plutôt académiques, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que vous regrettez fondamentalement qu'il y ait dans l'enseignement supérieur français ces deux mondes finalement, avec une forme parfois de concurrence ou de méfiance même entre le titre RNCP, le visa, le grade ? Alors, regretter que ces deux systèmes existent, certainement pas. Je pense que nous, on a l'habitude de dire un étudiant, une voix. Les étudiants n'ont pas les mêmes profils quand ils nous rejoignent. Ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Certains ont besoin de choses qui sont très concrètes, d'être très proches du monde du travail, de vivre des expériences projets, des expériences terrain. Et pour ça, les formations professionnalisantes sont particulièrement bien adaptées. Elles sont plus en prise et réactivement en prise avec les attentes du monde du travail. Donc pour moi, alors que certains, évidemment, ils ont un profil plus académique. Moi, j'étais un étudiant qui adorait la théorie, les maths. Bon, ok, j'étais très content de faire des cours très théoriques avant d'aller vers des choses plus concrètes. On a besoin de la coexistence des deux mondes. Et ça, vraiment, aucun problème avec ça. Au contraire. Non, ce qui est dommage, c'est effectivement quand on commence à se dénigrer ou à se regarder en faisant un peu ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est positif, ça c'est négatif. Il doit y avoir des exigences de qualité des deux côtés, mais qui sont potentiellement mesurées différemment. Il y en a un qui est très centré sur l'employabilité, la formation professionnalisante, l'autre qui va être plutôt sur le caractère académique des enseignements attribués. Ce qu'il ne faut pas, c'est que chacun essaie de le regarder avec son prisme, essaie de l'imposer aux voisins en essayant de voir une seule vérité. Je crois que dans notre logique, un étudiant, une voix, le système du système pareil pour tout le monde, une seule vérité, ne nous paraît pas être la bonne approche. Pareil, parfois on oppose un peu les statuts des établissements, avec d'un côté le public, de l'autre les ESPIG ou même les écoles qui sont dépendantes des CCI. Vous êtes un peu à côté de tout ça. Est-ce que là aussi vous regrettez parfois d'être pas jugé, mais qu'il y ait une certaine méfiance envers les établissements privés à vocation professionnelle ? Alors, je crois d'abord que ce n'est pas le problème des étudiants et que ce n'est pas le problème des parents. Ils ne nous parlent pas de statut. Donc on va déjà dire que pour l'essentiel du sujet, qui sont les étudiants et les parents, qui sont comme notre priorité numéro 1, le sujet n'est pas un sujet qu'on entend dans les discussions. On ne pose pas la question, sincèrement. Après, ces problèmes de statut, c'est quand même des problèmes très français. Nous, on est présents à l'international. Cette obsession du statut est un petit peu franco-française. Moi, effectivement, c'est pas la partie de la discussion qui m'intéresse le plus. J'aimerais qu'on soit jugé sur les résultats, sur la qualité, sur ce qu'on amène à nos étudiants, sur la qualité de nos formations, sur les taux d'employabilité, sur les niveaux de diplôme, sur le taux de succès, ceux qui rentrent en formation, qui réussissent et qui arrivent à avoir un diplôme. Ça me paraît des bons critères, des bonnes discussions, beaucoup plus que les problématiques de statut. Alors justement, le projet de loi de régulation de l'enseignement supérieur privé prévoyait 2 dispositifs
l'agrément et le partenariat. Le partenariat pour les établissements publics, ESPIG ou écoles issues des CCI, les EESC. Vous, aucune de vos écoles, même celles qui appartiennent à la conférence des grandes écoles, n'aurait pu appartenir justement au partenariat. Là aussi, alors c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait juste avant, mais vous étiez satisfait de cette lecture? Bon, nous, en tout cas, l'idée générale du dispositif qui était de faire monter la qualité, d'apporter un peu plus de régulation dans le secteur, on l'a dit, on est favorable. Le fait qu'après, ça se traduise par des critères clairs qui sont appliqués à tout le monde, on est favorable aussi. Bon, le fait qu'il y ait une structure qui est appuyée sur une dichotomie de statuts, j'avoue que c'est évidemment moins pertinent de notre point de vue, mais ça, franchement, je ne vois pas le problème à partir du moment où derrière, on va raisonner en critères objectifs de jugement. Si on est en critères objectifs de jugement, que ces critères sont calqués sur l'intérêt des étudiants, on va dans le bon sens. Je voulais qu'on parle développement territorial. Vous avez annoncé développer et inaugurer un campus à Toulouse et à Marseille. Là aussi, quelle est votre stratégie de développement territorial dans des endroits qui subiront aussi certainement une baisse démographique dans les prochaines décennies et qui sont aussi dans des marchés assez concurrentiels au niveau de l'enseignement supérieur, que ce soit sur la partie business school ou ingénierie? Alors, il y a de la concurrence partout sur le marché français, et c'est plutôt une bonne chose. Nous, notre logique territoriale, c'est des campus de grande taille, dans des emplacements premium centre-ville pour faciliter la vie de nos étudiants. Et donc, effectivement, nos dernières ouvertures, c'est Toulouse et Marseille, et il y a du potentiel dans ces deux villes. Donc, on voit ces deux villes avec un potentiel positif. Marseille, parce qu'elle est quand même relativement sous-dotée en établissement d'enseignement supérieur, en école d'ingénieurs en particulier. On va ouvrir notre programme grande école ingénieur à la rentrée prochaine. Et objectivement, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs à Marseille, alors que c'est une ville qui maintenant a de plus en plus d'entreprises de grande taille qui emploient des ingénieurs. Toulouse est mieux dotée, mais ça reste la ville de France qui a le meilleur développement et en démographie et en développement économique PIB. Donc c'est deux zones de croissance. Donc effectivement, on a investi dans cette logique-là. Aujourd'hui, on a pas mal de campus en dehors de Paris qui ont encore du potentiel de croissance. Et donc on va se concentrer sur les campus dont on dispose et qu'on est en train de finaliser comme Marseille pour les années qui viennent. C'est vraiment ça notre stratégie. L'intelligence artificielle est l'un de vos sujets phares, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure. Vous avez présenté là aussi 9 nouveaux programmes, un Chief IA Officer et une plateforme Omnia Campus. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette stratégie justement d'IA pour les étudiants et le personnel aussi d'Omnes? Alors nous, effectivement, on en a fait un sujet central. Donc il faut d'abord que l'IA soit présente auprès de chacun des métiers auxquels on est en train de former nos étudiants. Donc l'IA pour la finance, l'IA pour le marketing, l'IA pour l'ingénierie, intégrer une dimension d'utilisation de ces outils au service des métiers spécialisés de chacune de nos formations. Donc ça, c'est un premier point. Donc on adapte les formations, on fait évoluer ces formations en intégrant l'IA un petit peu dans toutes et de façon approfondie dans de plus en plus d'entre elles. Donc on lance des nouvelles formations qui intègrent cette dimension IA. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut, et je n'ai pas zoomé, mais évidemment dans l'école d'ingénieurs en particulier, là on a même des recherches sur l'IA, on a développé des modèles, on fait travailler nos élèves de façon très approfondie, ce qui fait qu'on a en fait une alimentation naturelle pour toutes nos écoles d'intelligence, de savoir-faire, de compréhension de ces sujets. Après, il y a l'IA au cœur de la pédagogie. Donc faire en sorte que l'IA s'applique et soit pris en compte dans la façon de travailler en 2026. D'ores et déjà, pas de refus de l'IA, l'IA doit être autorisée. Alors notre logique, c'est l'IA partout, mais pas tout le temps. Partout, c'est-à-dire dans toutes les formations, pas de refus de principe de mettre de l'IA, mais c'est vrai que pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on fait des travaux très approfondis, où on utilise quasiment que l'IA pour aller très très loin, et d'autres moments où on ne l'utilise pas, parce qu'effectivement, il y a des savoir-faire cognitifs, des développements cognitifs qui ne s'effectuent pas complètement si on est tout le temps en train de s'appuyer sur cette béquille. Donc on a besoin aussi d'avoir des moments sans, développer un certain nombre de compétences de base, et donc partout, mais pas tout le temps. Et ensuite, une réflexion sur le développement des soft skills, parce que si l'IA fait de plus en plus du travail de détail, du travail approfondi, du travail technique, quelque part, l'être humain reste responsable d'assumer son résultat, de le présenter,
de le faire valoir, de l'expliquer. Et donc, la dimension soft skills est de plus en plus importante, la dimension de management, évidemment, le discernement, pour juger des résultats qui reviennent de l'IA, la curiosité pour savoir où est-ce qu'il faut poser les bonnes questions. Donc énormément de défis autour des sujets de pédagogie et autour des intelligences artificielles. Parce que je préfère parler des intelligences artificielles dans leur diversité. C'est très clair dans nos différentes écoles. Alors j'ai parlé de ces deux sujets-là qui sont vraiment le cœur. Après évidemment il y a des sujets plus périphériques qui seront tout ce qui est fonction support du groupe, hein, les sujets administratifs, les sujets commerciaux, on doit utiliser intelligemment l'IA et également au service de l'employabilité de nos étudiants. On parlait tout à l'heure du travail qui est plus difficile qu'avant, de trouver des offres d'apprentissage, de stage pour nos étudiants et d'aider les étudiants à y accéder. Le fait d'utiliser l'IA pour matcher les CV, aller plus vite, être plus pertinent, c'est un moyen pour eux d'aller plus vite, d'avoir plus de chances de scorer et de gagner l'accès à ces sésames qui sont si essentiels aujourd'hui pour eux. Donc il y a beaucoup de dimensions. C'est assez passionnant. Alors, vous aviez mentionné deux initiatives. Il y a Omnia. Omnia, c'est doter nos élèves d'un accès au modèle, parce que souvent, ils sont utilisateurs de ChatGPT, mais tous n'ont pas des licences évoluées ou des licences payantes. Donc, il faut quand même un équipement minimum et un équipement qui garantisse que leurs données ne vont pas librement dans le modèle pour l'entraîner, ne restent pas hors de leur contrôle. Pareil pour les professeurs. Et donc cet outil, c'est vraiment cet accès qu'on leur garantit. Et ensuite, progressivement, on est en train d'y intégrer le cours des profs pour que le cours des profs soit pris en priorité. Parce que si un élève dit prépare-moi un quiz pour mon examen de trade finance ou je voudrais réviser telle leçon, si tous les acronymes qui sont utilisés, si les références sont pas celles du cours, c'est déstabilisant et c'est pas forcément pertinent. Donc on intègre le cours dans ces outils pour que ce soit particulièrement adapté et bien fait et toujours sous contrôle de la maîtrise de la donnée. Vous avez présenté donc cette stratégie, donc l'intelligence artificielle. Concrètement, quel impact attendez-vous pour les étudiants, notamment sur le volet de l'insertion professionnelle, et comment allez-vous mesurer là aussi l'impact sur la partie plus pédagogique? C'est quoi l'objectif concrètement à la fin de cette stratégie-là pour les étudiants? L'objectif, c'est qu'effectivement, ils aient gagné en compétences et en maîtrise sur ces sujets et qu'ils soient effectivement, ça ait augmenté encore leur pertinence et leur taux d'employabilité. Alors, on est sur une cible mouvante, évidemment, parce que ce qu'est le marché du travail aujourd'hui n'est pas ce qu'il sera demain et après-demain, donc il va falloir en permanence s'adapter. Donc c'est compliqué de se donner un objectif très facilement mesurable de ce côté-là, donc ce sera toujours augmenter l'employabilité de nos étudiants et vérifier que ces formations sont attractives pour eux, mais aussi pour les entreprises. Donc ça, ce sera un point d'attention en fait permanent pour nous. Évidemment, ce qu'on va mesurer, c'est que toutes nos formations ont intégré suffisamment de temps, d'énergie sur ces sujets, que les étudiants seront montés en compétences, qu'on a vérifié et on va développer des certifications pour s'assurer qu'ils sont arrivés tous à un niveau de maîtrise qui sera suffisant, qui sera mesurable. Beaucoup parlent aussi de l'utilisation négative de l'IA, parce que si tout au long de sa scolarité, on s'aide pour les devoirs, on utilise l'IA de manière abusive pour son mémoire de recherche ou des travaux de groupe, il y a un risque quand même global pour le niveau de l'élève. Là aussi, est-ce que vous avez prévu de le mesurer et qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour éviter que le niveau des étudiants baisse in fine? Alors, effectivement, on parle beaucoup de ces risques, ils existent, mais souvent les risques sont un peu une excuse pour ne pas affronter le problème, essayer d'interdire ou d'écarter l'IA. Donc ça, pas du tout notre approche, hein, comme j'ai dit. Nous, notre approche, c'est le partout, mais pas tout le temps. Partout, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces technologies seront partout, ils sont déjà partout chez nos étudiants, mais pas tout le temps pour qu'on n'ait pas cet appauvrissement de niveau que vous mentionnez. Donc ça, c'est vraiment la logique générale qu'on va complètement appliquer dans notre approche du sujet. Ensuite, je reviens sur le mémoire de recherche, par exemple, que l'IA n'est pas utilisée sur le mémoire de recherche. À l'avenir, quand vous travaillerez, quand vous aurez des productions à faire, vous utiliserez l'IA. Vous l'utiliserez de façon quasi systématique. Donc soyons lucides. Pour un mémoire de recherche, l'IA peut, et même je dirais doit être utilisée. Maintenant, la vraie question, c'est comment on évalue ce mémoire de recherche. Aujourd'hui, nous, on a fait pivoter sur la plupart de nos formations la notation du mémoire de l'écrit vers l'oral. Avant, c'était essentiellement noté sur la production écrite. Aujourd'hui, c'est l'oral. C'est-à-dire que l'IA peut produire un très très beau mémoire de recherche.
Mais après, est-ce que l'étudiant l'a compris, analysé, recentré sur ses problématiques, remis en cause, challengé? Est-ce qu'il est capable de le porter lui-même, de l'assumer en présentation orale, en tenant compte du fait qu'ils ne sont pas tous aussi à l'aise à l'oral les uns que les autres? Donc, il faudrait que ce serait injuste de juger après leur aisance orale. Donc, il faut corriger ça, bien sûr, on le fait, mais que ce soit vraiment la maîtrise du contenu, en fait, qui prime, et non pas la production de l'écrit. Parce que la production de l'écrit, autrefois, ils pouvaient l'avoir fait faire par un ami ou copier sur quelqu'un d'autre. Il y avait le risque du plagiat, qui pouvait un peu se mesurer. Maintenant, un client ne peut même pas mesurer si c'est l'IA qui l'a fait. Donc là, il faut vraiment adapter notre évaluation, mais assumer le fait que oui, il aura peut-être travaillé avec de l'IA, mais s'il l'a bien fait, s'il l'a fait intelligemment, s'il l'a fait pour aller plus loin, et bien quelque part, ce n'était pas forcément inutile. Et alors, Omnes a même lancé un outil, vous le mentionniez tout à l'heure, Mashup, pour amplifier par l'IA l'insertion professionnelle. C'est quoi? C'est un outil de matching entre CV et offre d'emploi? C'est ça, c'est ça. On travaille beaucoup sur... on a des étudiants qui arrivent avec des profils, avec des CV, on a des entreprises qui ont des attentes. Et en fait, on est quand même en train de parler de dizaines de milliers de part et d'autre. Donc pour faire ce matching, si l'IA nous aide, se substitue pas, on ne va pas intégralement automatiser. Il y a toujours une part d'humain après pour vérifier, pour regarder, mais nous aide à faire ce matching. Et bien, elle va permettre à plus d'étudiants d'accéder à des offres plus pertinentes. Et là, voilà, on est complètement dans notre rôle. Merci Marc-Henri Desportes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thibaut. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cet épisode de DG sur écoute. On vous dit à très vite sur Tétis. Au revoir.